puisqu'on va parler d'archéologie sous-marine. Voilà, tout simplement, cette conférence, en fait, elle s'organise en 2 écrans, normalement un pour moi avec le texte de la conférence, et pour vous, un autre écran avec les images plein écran, sans être embarrassé du texte. Là, notre petit souci, c'est qu'en fait, ce que vous voyez est la même chose que ce que moi j'ai à l'écran. Donc, je n'ai pas de texte. Donc, je plonge avec vous. Il y a beaucoup de choses que j'ai en mémoire malgré tout, mais je voulais pouvoir vous donner de la précision avec des chiffres, des choses comme ça. Et j'avoue que je n'ai pas appris par cœur l'ensemble des chiffres, ce qui fait que je vous les donnerai peut-être avec un peu moins de précision et je m'en excuse. Et autre chose, vous voyez, habituellement quand on est sous l'eau, donc moi mon métier c'est archéologue sous-marin, donc je suis scaphandrier, je plonge et je fouille sous l'eau. Et bien souvent on est dans le noir, enfin bon, un noir avec un peu de lumière, mais là vous voyez, je vais être en pleine lumière, alors c'est aussi un paramètre nouveau, voilà, et je vais essayer de vous donner le meilleur de l'archéologie sous-marine à travers cette présentation. Alors le titre est déjà osé, si je puis dire, parce qu'en fait les traces d'antiquité sous-marine au Ponant sont extrêmement ténues. Autant la Bretagne est vraiment riche de vestiges archéologiques terrestres, donc des villas, des aménagements de quais, même en limite portuaire, des choses comme ça, du côté de Rézé notamment. Mais en sous-marin, eh bien, je vais dire que quasiment on les compte sur les doigts de la main. Donc c'est un défi que je vais vous présenter, qu'on va vivre ensemble ce soir, et vous allez voir à quel point on est, nous, archéologues sous-marins du Ponant, en attente de découvertes vraiment d'antiquité, et qu'on les espère avec beaucoup d'importance. Voilà, alors le modèle type de l'épave dont on rêverait tous, c'est la madrague de Gien. Donc, golfe de Gien, Méditerranée. En Méditerranée, vous allez rencontrer ce type de navire, je ne vais pas dire de manière très régulière, mais on en connaît bien une centaine, ce qui n'est pas du tout notre cas, puisque nous, au Ponant, on n'en a pas une seule. C'est-à-dire un navire avec une architecture bois conservée, plus sa cargaison en amphore, à savoir la madrague de Gien correspond à peu près à un chargement de 6000 amphores. Vous allez comprendre pourquoi on en comptabilise autant. Voilà, dans ce dessin de Jean-Marie Gassin, parce qu'en fait, il y a un empilement, donc dessiné à gauche sur 2 niveaux, mais en fait, on estime que l'empilement devait être de 3 niveaux, ce qui porte le nombre des amphores à 6000. Donc un chargement très élaboré, avec sur le fond de la carène des aiguilles de pin pour éviter que les amphores ne glissent. Et après un enchevêtrement savant, pareil pour qu'il y ait un fret vraiment qui soit bien fixé dans la coque du navire pour éviter un balancement et un naufrage. Donc ça, c'est l'épave vraiment rêvée pour un archéologue sous-marin, c'est-à-dire que tout est là, très bien conservé, et on n'a que le plaisir de l'étude. Ceci dit, cette épave a été découverte dans les années 70, et on était encore au balbutiement de l'archéologie sous-marine. Donc elle a vraiment marqué un tournant dans la profession pour aller vers des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un souhait de l'étude de l'architecture navale qui a été fait. Comme vous pouvez le voir ici avec le croquis de l'assemblage donc par Tenon-Mortaise, hein, c'est-à-dire que les virures, donc les planches qui constituent la carène du navire, sont assemblées à franc-bord, donc sur le champ, et elles sont maintenues par ce que vous allez pouvoir voir ici, donc les mortaises hein, et les tenons. Tenon-mortaise, c'est un aménagement classique quand on travaille le bois, et donc on le retrouve sur la construction navale antique en Méditerranée.
Ces petites mortaises sont maintenues par un gournable, donc une petite cheville en bois qui va vraiment venir fixer. Et ensuite, l'étanchéité est faite grâce à une espèce de résine qui va permettre de faire un colmatage étanche. Sur certains navires, on avait de la cire d'abeille. Alors un joint végétal ficelé, donc on a des bateaux cousus aussi, ce qui n'est pas le cas de la madrague de Gien, hein, mais vous allez voir, on va en parler un peu après. Donc ça c'est vraiment le bateau représentatif de l'Antiquité européenne qu'on n'a jamais découvert au Ponant. Un petit film pour vous présenter ce qu'est la madrague de Gien. Donc, ce navire est chargé d'amphores vinaires, hein, et il va naufrager au large sur la madrague de Gien, donc presqu'île de Gien, c'est dans le Var, du côté d'Hyères. Alors vous voyez, c'est le tout début de l'archéologie sous-marine, donc les plongeurs sont vraiment posés sur l'épave, ce qui maintenant est impensable. On est aux prémices des techniques, c'est-à-dire qu'on porte les amphores sur les épaules et puis on marche jusqu'au lieu de dépôt. C'est des choses maintenant qu'on ne pratique plus du tout, mais en même temps cette épave, ça a été vraiment une réflexion et une évolution des techniques. On a prélevé une partie de la quille et du départ des deux bordées latéraux. Et ce prélèvement a permis de restituer un modèle 3D, une maquette et de faire une numérisation, vous voyez, pour une restitution des formes du navire et également une hypothèse de mâture pour identifier la navigation et voir comment ce bateau se comporter sur l'eau. Alors on va avancer dans la chronologie petit à petit et comme je vous disais, toucher ponctuellement les rares exemples que l'on a sur le Ponant. Donc c'est un Ponant qui est très large, hein, puisque là on est en Angleterre avec l'épave de Douvres. Alors cette épave, elle est datée de 1550 avant Jésus-Christ par la dendrochronologie. Cette épave est assez intéressante. En fait, elle a été retrouvée en contexte terrestre, à proximité du milieu humide, mais dans le cadre d'aménagement du territoire, à savoir un parking. Et en fait, en creusant, eh bien, voilà, on est tombé sur ces vestiges. Vous voyez, la partie avant a été détruite parce qu'en fait, il y a un coup de godet de pelle qui en a emporté un gros morceau. Mais c'est le premier navire construit, c'est-à-dire ce n'est pas un tronc d'arbre qu'on a creusé. Vous voyez, c'est un navire qui a été construit avec plusieurs planches, plusieurs bordées, plusieurs virures qui sont là ligaturées et cousu avec de la fibre. Voilà, vous avez sur la partie droite de la diapositive le contexte de découverte. Donc on est bien en milieu terrestre mais humide, ce qui fait que le bois a été conservé. Et il a été prélevé pour donc être daté et surtout pour pouvoir être restauré en laboratoire de restauration-conservation. Donc comment on restaure ce type de vestiges? Eh bien, on enlève l'eau qu'il y a dans les fibres du bois et on injecte à la place de l'eau une résine qu'on appelle polyéthylène glycol qui va permettre de conserver le bois pour les siècles normalement à venir, on espère. Hein, alors il y a toujours une vérification très précise de ces vestiges conservés et remontés à la surface. Pour mémoire, peut-être que vous avez entendu parler du navire du Vasa qui a naufragé à Stockholm. Voilà, si vous avez un souhait d'aller vers les pays nordiques, vraiment, allez voir ce bateau, allez au musée, c'est quelque chose de fabuleux. Le bateau est entièrement conservé entier dans toutes ses formes et on peut le regarder. Bon, on n'entre pas à l'intérieur, hein, mais on tourne tout autour et on le voit le dessus, c'est très impressionnant. Donc l'épave de Douvres, elle a été étudiée dans le cadre d'un projet européen interreg des deux mers entre la France, l'Angleterre et la Belgique. Et de ce fait, l'université de Lille a pu proposer
avec celle de Douvres, une restitution à l'échelle 1,5 du navire. Donc ce navire, à son échelle normale, pouvait contenir 12 hommes. Il avait probablement enfin, d'après sa configuration, c'est-à-dire qu'il a probablement pas de mât, donc c'est un bateau qui va faire du cabotage, il reste proche des côtes, mais il a déjà une cargaison de plusieurs tonnes, donc quelque chose quand même qui est conséquent pour cette période-là et ce mode de construction. Les autres, alors on descend à la côte et on avance dans la chronologie. On est donc en 1200 jusqu'à 700 avant Jésus-Christ. Et là, on est en Normandie, donc à Sotteville-sur-Mer, où dans les années 2000, un pêcheur qui était en train de passer son chalut a découvert des torques en or, donc ce sont des bijoux celtes, c'est de l'or massif, donc c'est un bijou qui fait un peu, comme on dirait maintenant, un ras de cou, quelque chose de très serré. Un des deux peut être éventuellement porté au poignet aussi, donc c'est des objets extrêmement rares en archéologie sous-marine, ce sont les seuls que l'on ait découverts, qui plus est remontés dans le filet d'un pêcheur. Alors, que le filet ait réussi à les prendre, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas tombés pendant le trait de chalut. 2, qu'ils remontent sur le pont, que le pêcheur le voit, que le pêcheur restitue à l'État, parce que c'est de l'or, hein, rien n'empêche de fondre ces objets, et voilà, ça se fait très facilement. Donc c'est vraiment un cas très très intéressant, et vraiment on remercie cette personne qui a bien joué son rôle de transmetteur aux générations à venir, parce que ces torques sont d'une grande finesse. Je vais vous montrer un détail. Voilà. Alors vous pourrez en voir au musée de Saint-Germain-en-Laye à Paris, sauf que celui-ci de Sotteville, dans la partie droite de la diapo, vous voyez, il y a un très fin fil, une ciselure de fil qui crée un décor. Et ce décor, en fait, est vraiment particulier à cet objet-là. Alors après, donc là, je voulais vous épargner aussi une longue liste, mais bon, on va avoir des objets isolés. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quelques amphores sur la côte ponantaise. Eh bien, vous en avez là toute la liste. Et à chaque fois, ce n'est pas des individus, hein, à chaque liste, à chaque ligne, c'est un objet. Donc, on a une amphore Dressel 1 au large des Sables d'Olonne, une à Belle-Île, une à Lorient, une à nouveau à Belle-Île, mais un type différent, une à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, vous voyez, c'est vraiment... en même temps, ces objets attestent véritablement d'un commerce sur la côte ponantaise. Donc les bateaux sont bien là, personne ne va aller s'amuser à aller jeter à la mer une amphore si ce n'est pas un bateau qui le fait. Donc on a bien la présence des navires en mer et transportant des cargaisons, mais voilà, ce sont des éléments uniques qu'on ne peut pas rattacher à un contexte archéologique. Donc c'est ce qu'on appelle les objets isolés. Alors c'est assez frustrant en fait quand on est archéologue sous-marin, et quand, si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré en premier lieu, c'est-à-dire la madrague de Gien, avec 6000 amphores, voilà, ces amphores-là ont à un moment ou un autre occupé un navire du type de la madrague de Gien. Alors bon, voilà. Pourquoi nous on ne les retrouve pas? Alors, un petit peu de détails pour vous montrer vraiment en réel quels sont ces objets. Donc, vous avez les photos dans la partie haute de la diapositive. Vous voyez, c'est un cul, un col, une anse. C'est même pas des objets entiers, hein. Ce sont des témoignages, mais des témoignages très ténus. Alors, dans l'ensemble, ce sont des amphores vinaires. Je vous ai mis le modèle sur la partie basse de la diapositive. Des amphores vinaires, et la plupart sont donc de provenance italienne.
Alors pour rappel, donc les routes commerciales et les échanges, les produits échangés. Donc nous évidemment on exporte principalement notre vin et nos poteries, mais on reçoit beaucoup et de ce fait, vous voyez en bleu le tracé des routes. Alors si vous êtes bons observateurs, vous voyez qu'il n'y a pas de route de tracé sur la partie ponantaise, parce que évidemment les marques et les preuves archéologiques sont tellement minces que personne n'a pris la décision de faire la route, et pourtant forcément il y a un cabotage, forcément il y a un échange économique qui se fait par la mer, parce que c'est moins coûteux que par la terre, parce que on peut mettre plus de choses sur un bateau que sur une carriole, enfin vous voyez, donc forcément ça existe, mais les preuves manquent. De ce fait, eh bien, ça n'est pas attesté. Alors, on remonte un tout petit peu, mais géographiquement, mais parce qu'on suit la chronologie. Et là, je vous présente l'épave de Tardingan sur la plage de 800, en fait, la plage du Châtelet. Donc, on est dans le Pas-de-Calais. Alors, c'est le Grand Ponant, hein, tout ça, ça fait toujours partie du Ponant. Alors, vous pouvez observer sur cette très belle plage, un amoncellement recouvert d'algues au premier plan. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça en Bretagne. Ça existe aussi en Bretagne. En fait, ce sont la tourbe qui est restée en place. Donc la tourbe, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une terre compactée qui est composée de petites feuilles, de petites brindilles, quelque chose d'assez dense et d'assez dur, qui va justement emprisonner les vestiges et les conserver. Alors, si les tempêtes épargnent cette couche de tourbe, eh bien, les vestiges qui sont pris à l'intérieur ou en dessous vont être conservés. Mais c'est vrai qu'au fil des siècles, eh bien, les vagues et les tempêtes attaquent la tourbe, et de ce fait, les vestiges sont mis à nu. Et s'ils ne sont pas observés et étudiés rapidement, eh bien, ils disparaissent et personne n'en a même la connaissance. Ça peut disparaître le temps d'une tempête, donc en une nuit. Voyez, donc, on est souvent obligé d'intervenir assez rapidement. Donc l'estran, c'est notre domaine d'activité, puisque les archéologues sous-marins agissent sur tout ce qui va être mer et jusqu'à la plus haute laisse de haute mer. Voilà, c'est-à-dire que dans les grands coefficients de mer, la mer monte jusqu'à un certain niveau et elle laisse des petites choses, des petites brindilles, des petites algues, des petits coquillages qui forment un trait. C'est ça qu'on appelle la laisse de haute mer, et c'est ça qui marque la frontière entre le domaine public maritime et le domaine terrestre. Donc les archéologues sous-marins travaillent jusqu'à ce petit trait de laisse de haute mer, et ensuite ce sont les SRA, les services régionaux de l'archéologie, donc les archéologues terrestres, qui interviennent. Là, c'est l'aspect un petit peu administratif de notre métier que je vous présente. Alors, donc, à Tardingan, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, il y a 3 virures. 1, 2 et 3, qui ont été conservées par la tourbe. Comme la tourbe, comme je vous disais, a été mise à mal par les tempêtes, hop, les planches sont apparues sous la tourbe et ont été étudiées. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est ces planches? Eh bien, ce sont trois virures en chaîne qui présentent des sabords. Alors 2 sabords de nage, vous voyez, sont les petits cercles là et là. Donc sabord de nage veut dire rame. Donc veut dire un bateau qui est principalement dont l'énergie principale va être celle des hommes qui vont manipuler les rames, mais on peut aussi avoir une double propulsion, voile et rame. C'est ce qu'on retrouvera après plus tard chez les corsaires.
Donc là, de sa bord, alors ça c'est un élément important à garder à l'esprit. On observe aussi une construction par Tenon et Mortaise, comme on a détaillé tout à l'heure sur la madrague de Gien, un trou dans lequel vient s'enchevêtrer un tenon et une fixation par un petit gournable en bois pour être sûr qu'il n'y ait pas de distension des deux pièces. Et on observe une lisse. Donc la lisse, en fait, c'est la partie haute du navire, du bordé du navire. Donc c'est très intéressant parce que la plupart du temps, les archéologues sous-marins, ils découvrent des fonds de carène, c'est-à-dire que les bateaux se posent au fond de la mer, la mer, les éléments font leur travail et arrasent toutes les parties hautes. Ou bien elles sont cassées, mises sur le bord, et puis en fait avec les mouvements marins, elles se disloquent et partent, et on ne les retrouve pas. En fait, les vestiges conservés sont ceux qui vont être très rapidement ensevelis par la vase, le sable et ainsi de suite. Ce qui fait que quand on a des parties hautes comme là, c'est vraiment remarquable. Parce que nous, la plupart du temps, on ne fait que essayer de reconstituer le haut d'après ce que l'on a au fond. Hein. Mais c'est toujours un petit peu aléatoire parce que les formes des pièces de bois peuvent être différemment travaillées en fonction des bateaux et donc on peut avoir des formes hautes très diverses. Donc voilà, un petit schéma pour vous expliquer exactement où on est sur le navire. Donc vous voyez, le bordé, donc c'est la muraille du navire. À droite, on a le pont. Et puis là, on est vraiment au-dessus du pont, c'est-à-dire la partie qui va empêcher la mer de balayer le pont du navire. Alors sur cette épave de Tardingan, on a découvert un petit peu de mobilier archéologique. Donc ça c'est souvent très intéressant parce que ça nous donne une indication de la provenance du navire ou bien au contraire de sa destination s'il s'agit d'une cargaison. Alors là, ce ne sont pas des éléments de cargaison. On a, vous voyez, des fragments de meule, donc c'est la diapositive de gauche. Ces fragments de meule sont réutilisés pour servir d'encre, en fait, de mouillage de fortune. Donc, quand vous les voyez, on comprend tout de suite que ce navire-là ne va pas aller en haute mer parce qu'avec ces petits éléments de meule, jamais il tiendra le mouillage. Donc, ça donne des informations comme quoi ce navire reste probablement proche des côtes. Donc ça fonctionne pas mal avec l'idée des rames. Hein. Après, vous avez quelques pièces de monnaie, mais qui sont assez érodées, donc la datation en est compliquée. Et en fait, on a basé la datation sur l'analyse au carbone 14 des pièces de bois qui sont donc en chaîne. Alors sur la partie droite de la diapositive et l'angle gauche, vous voyez encerclé en fait le détail du sabord. Et également en gros dans le bas de la diapositive justement cette encoche de sabord. Alors, je vous avais mis quelques références bibliographiques et puis Internet si vous êtes intéressé pour découvrir plus amplement cette épave. Mais tous les indices qui ont été observés par les archéologues terrestres et sous-marins, en fait, portent à croire qu'on serait vraiment en présence d'un navire plutôt de guerre. Donc, est-ce qu'on peut annoncer le nom de galère? C'est peut-être un petit peu présomptueux, mais en tout cas, plutôt un navire de guerre. Et ça se rapproche aussi de la grosse, installation militaire qu'il y avait à Boulogne-sur-Mer, qui est tout proche, donc de Tardingan. Alors, ces vestiges-là sont visibles au musée de Boulogne-sur-Mer. Si vous souhaitez voir, une trière romaine, ça peut être l'occasion d'une balade à Boulogne, au château-musée. Alors on avance dans la chronologie. On est maintenant au 2e, 3e siècle de notre ère, avec la découverte sur la plage du Ris, donc à Douarnenez, de cette statue gallo-romaine qui présente donc un corps masculin
drapé d'une toge. Et si vous observez la main gauche de ce personnage, eh bien, on distingue qu'il porte quelque chose dans sa main. Et cet objet est a priori un dauphin. Donc, ça nous permet de rattacher cette statue à un Neptune. Alors Neptune Hippius, mais la difficulté c'est qu'on est à cette période-là vraiment en pays celte et on a là une divinité qui est plutôt liée à la mer. Donc les Celtes dans cette partie-là n'ont pas de divinité liée à la mer, donc cette statue pose vraiment un problème. Alors la première découverte, donc c'était la partie statuaire, et ensuite les archéologues ont découvert une base, donc que vous pouvez observer sur la partie droite de la diapositive. Et par recoupement, en fait, la base était inscrite avec justement Neptune Hippius, qui fait que on a réussi à rassembler la divinité qui porte le dauphin avec la base et de ce fait arriver à mener l'enquête qui attesterait qu'en fait cette statue qui représente vraiment une divinité romaine représentait l'implantation au sein d'un domaine celte d'une petite colonie romaine. Petite colonie romaine qui vient s'implanter pourquoi? Eh bien pour développer tout ce qui va être produit salin et dérivé, à savoir le garum notamment. Voilà, avec à proximité donc de cette découverte plusieurs éléments. Donc on a retrouvé des tégulas, des bases de colonnes, des cuves, donc des éléments rattachés plutôt à un bâti, ce qui fait que voilà, cette petite communauté, colonie romaine vient avec sa protection divine du dieu Neptune, aménage le terrain et commence à développer, voilà, au sein du pays celte, une nouvelle industrie du sel. Donc cette statue, en fait, découverte sur la plage, eh bien, fait partie des vestiges archéologiques sous-marins qui nous vraiment tiennent à cœur puisque c'est un objet vraiment très intéressant. Vous pouvez le voir au musée de Quimper, donc tel qu'il est présenté sur la partie droite de la diapositive. Oui. Alors, avec sa base, il fait 1 mètre. 1 mètre en hauteur totale. Alors on avance toujours dans la chronologie et on va maintenant descendre aussi géographiquement puisqu'on arrive dans le golfe du Morbihan avec ce qu'on appelle le pont de César. Alors le pont de César, donc vous avez la carte à droite et une reproduction sur papier dans la partie gauche de la diapositive. Et en fait, vous voyez ici les piles, donc L, A, M, N représente, et vous en avez une dernière mais qui n'est pas notée. Voilà, je pense que de loin elles doivent bien ressortir. Qui représente les piles d'un aqueduc, donc posé sur la rivière Dorée et destiné à apporter l'eau à la ville de Locmariaquer. Donc Locmariaquer, c'est une ville un petit peu particulière, on en reparlera plus tard dans l'exposé. Mais vous voyez, ces vestiges sont très intéressants parce qu'en fait, ils ont été conservés jusqu'à nous. Vous voyez, en fait, ces piles de pont en fait, consistent en des gros coffrages. La plupart sont cernés de bois et à l'intérieur, il y a des pierres d'argile qui vraiment constituent une base solide. Et ils sont toujours conservés tels quels. C'est le SRA de Bretagne qui les a fouillés.
puisque là on est en contexte aquatique, terrestre, à la limite. Ces piles en fait sont espacées de 11 mètres les unes des autres et elles ont une section de 6 à 7 mètres de côté. Donc c'est vraiment une construction monumentale qui est restée présente. Et c'est en gros la seule trace de cet aqueduc parce que a priori le pont aurait été construit mais l'aqueduc non. Donc c'est toute l'ambiguïté de cette période, mais voilà, c'est un beau représentant de l'Antiquité ponantaise. Alors une épave très récemment découverte, déclarée en 2014 par un pêcheur d'ormeaux, voilà, on est à Bloscon. Alors je vais vous montrer la diapositive après et puis on reviendra sur celle-là. Pour que vous ayez la localisation. Voilà, la petite étoile rouge représente la position de l'épave. Donc là, c'est vraiment une très 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 belle découverte pour le milieu archéologique sous-marin. Cette épave est constituée de 800 lingots d'étain. Donc elle est unique dans son genre par rapport à sa cargaison. On est au 2e, 4e siècle de notre ère. Cette épave a été fouillée par le DRASM, département des recherches subaquatiques et sous-marines, qui est notre tutelle scientifique et administrative, ministère de la Culture. Alors l'expertise 2014 et puis il y a eu des fouilles en 2015, 2016 et 2017. Voyez le chargement de lingots sur la partie basse de la diapositive et à droite, pardon, vous avez vraiment le travail archéologique, c'est-à-dire que ces lingots, chaque lingot a été numéroté. Donc numéroté avec le lingot devient en fait un individu, comme nous on a notre carte d'identité. Et bien vraiment c'est ce que les archéologues sous-marins commencent dès le fond pour en fait vraiment pouvoir matérialiser le chargement ensuite de manière terrestre. C'est-à-dire qu'une fois que ces objets sont numérotés, on va pouvoir les dessiner, on va pouvoir les photographier et après on conservera de cette façon-là la position qu'ils avaient sur le site. Ensuite, on va pouvoir les prélever. C'est ce qui s'est passé sur cette épave pour des raisons de sécurité. Alors, vous voyez ici un enregistrement orthophotographique, c'est-à-dire que c'est un enregistrement numérique qui passe par la photo et qui permet de faire un modèle en 3 dimensions. Sur un écran 2D, je ne peux pas vous le montrer, mais quand on est sur un ordinateur, on peut le faire tourner, on voit le dessus, on voit le côté, de manière à conserver les volumes. Ce qui fait que là, ce que vous observez sont les deux gisements, donc la zone 1 et la zone 2. Et en fait, toute la partie blanche autour correspond à la crête rocheuse. Donc tout ce que vous avez là au milieu, autour, voyez, n'a pas été photographié parce qu'en fait c'est la roche naturelle. Et ce que vous voyez, ce sont les lingots, donc tous numérotés, les petites étiquettes blanches. Donc ces deux gisements. Alors comme je vous disais, ils ont tous entièrement été prélevés, donc avec leur numéro d'inventaire. Vous les voyez sur les palettes entreposées pour en fait pouvoir faire des études métallurgique, donc d'où provient cet étain, quelles sont les mines. À l'heure actuelle, l'université de Rennes 1 est en train de travailler sur cette recherche-là. Certains présentent des inscriptions, et notamment NBA, donc, que vous avez sur la diapositive là. Donc 800 lingots, entre 8 et 9 tonnes de fret, des lingots pour certains qui sont de l'étain pur. Donc vous imaginez en fait la richesse de cette cargaison, parce qu'en fait l'étain rentre dans la composition de l'alliage du bronze.
Et à la période antique, le bronze voilà, est vraiment très très employé, aussi bien pour les armes que pour tout ce qui va être objet culinaire et ainsi de suite. Donc voilà, là je me fais juste porte-parole du drasme, hein, pour, bon, il n'y a qu'une partie de la diapositive, pour vous présenter toutes les équipes. On passe à l'épave suivante. Alors là, on est chez nos collègues de Guernesey. Voilà, l'épave de Guernesey du port Saint-Pierre, qui a été découverte dans les années 80. En fait, les navires à passagers qui arrivaient à Guernesey venaient éviter, c'est-à-dire venaient tourner dans le fond du port Saint-Pierre, et à force du passage des navires et du mouvement des hélices et ainsi de suite, eh bien, le sédiment a été balayé, enlevé, et cette épave est ressortie. Donc vous avez en image grand angle là les membrures. Donc la partie, comment dire, latérale, un bateau, hein, c'est un peu comme un corps humain. Il y a une colonne vertébrale qui est la quille, et après il y a les côtes qui sont les membrures, schématiquement, hein. Donc là, vous avez les membrures. Donc vous voyez, ce sont des pièces de chêne conséquentes, hein. Il y a une section entre 11 et 13 cm. Et vous avez une restitution sur la partie droite de la diapositive. Alors cette épave, elle est vraiment très intéressante par rapport à son mode de construction, parce que là on n'est plus ni dans de la ligature, ni dans du tenon mortaise. On évolue vraiment et on va vers une construction différente, puisque vous voyez, la diapositive de droite présente l'assemblage avec clou. Donc le clou et la tête de clou se situe dessous, et le clou ressort pour fixer deux virures, et en fait il est replié et renfoncé dans la virure, vraiment pour fixer l'ensemble. Donc vous voyez qu'on évolue vraiment en faisant intervenir donc le métal. Ces têtes de clou biseautées sont donc déjà comment dire, des éléments très travaillés. Et sur la partie gauche, vous avez des éléments de pompe qui sont là aussi en cuivre, donc qui vont permettre d'évacuer les eaux maintenant on appelle ça les eaux de sentine, c'est-à-dire les eaux qui sont au fond du navire, pour garder une bonne flottabilité. Quelques éléments de céramique. Voilà, je vous ai mis l'image pour vous donner envie aussi d'aller faire un tour, parce que donc le musée, il est dans le château de Guernesey. Vous voyez comme c'est beau, ça vaut le détour, hein, d'un petit week-end là-bas. Sur la partie droite, donc les objets en bois. Alors cuillère en bois, lampe en bois également. Et un petit bol et une dent, je crois que c'est, je ne sais plus quel animal, je crois que c'est le porc, mais je ne suis pas sûre. Des éléments de tonnellerie, donc là aussi on évolue, hein, on n'a pas de témoignage d'amphore sur cette épave, on a de la tonnellerie. Donc le détail des douelles sur la diapositive de gauche, et l'assemblage qui est un assemblage bois, non pas encore métal, hein, mais assemblage bois, bien souvent du noisetier, avec une ligature pour fermer le cintrage. Alors, on avance, et là on revient à nouveau dans le vif du sujet breton avec l'épave de Ploumanac du IVe siècle de notre ère, donc au large de Perros-Guirec. Vous voyez une épave qui repose à peu près dans 5 mètres d'eau de profondeur. Donc vous voyez, on a les plongeurs qui sont en surface. Et là, une épave également à chargement de lingots, mais lingots de plomb. Donc cette épave a été découverte dans les années 80, étudiée par Michel Lourd, le directeur du drasme actuel. Alors la difficulté, c'était
de pouvoir, donc c'est une étude ancienne, donc de pouvoir enregistrer bien comme il faut les objets les uns par rapport aux autres sur le site. On ne faisait pas encore d'orthophotographie comme je vous ai présenté sur Bloscon. Donc vraiment savoir s'il y a des aménagements de coque ou non, pour arriver à déterminer quel est ce navire. Bloscon, j'ai omis de vous dire tout à l'heure, on a un petit élément de bois de la construction vraiment du navire de 10 cm par 10 cm qui présente un attachement de virure, ce qui fait qu'on est sûr que c'est vraiment rattaché à la coque. Donc voilà, 10 cm par 10 cm en chaîne, c'est le seul élément d'architecture navale du navire. Et là, sur l'épave de Plumanac, eh bien, on n'a aucun élément de l'architecture du navire. Seule la cargaison a été conservée. On a très peu d'éléments de la culture matérielle non plus. Comparativement à Bloscon, où on avait un petit peu de céramique, un petit peu d'ossement, eh bien là, on a vraiment que les lingots de plomb. Alors, il présente deux formes différentes, plano-convexe, donc celui du bas, et puis en barre, celui du haut. Et on avait également des saumons, donc en fait un peu en forme de saumon. On est dans un chargement moins important en termes de quantité et de tonnage que l'épave de Bloscon. Mais vous voyez beaucoup de marques épigraphiques sur ces lingots. Cette épave est toujours en étude au niveau en fait de l'étude métallurgique pour savoir vraiment la provenance du métal et où les lingots ont pu être mis en forme. Un petit élément de céramique, vous voyez, céramique commune. Un détail en fait des inscriptions. Donc là aussi, c'est un chercheur de Rennes 1 qui a pour mission de travailler sur ces vestiges, Cécile Le Carlier. Alors, un petit rappel pour vous présenter l'implantation des différents ports armoriques. Vous voyez que les ports sont bien là. Alors, pourquoi les bateaux ne sont pas là? Voilà, on a terrestrement, je dirais, la preuve de la présence de ces ports antiques. Donc s'il y a des ports, c'est qu'il y a des bateaux, c'est qu'il y a du commerce, c'est qu'il y a des échanges. Donc voilà, on en vient vraiment à croire que notre mer est trop dure pour arriver à conserver ces vestiges-là. Mais secrètement, on a toujours un espoir d'en trouver un bien conservé quelque part. Alors, on avance encore dans la chronologie, on revient dans le golfe du Morbihan avec la plage Vally, le gisement de la plage Vally. Alors, vous voyez, partie droite en jaune, ça c'est la ville de Locmariaquer, et vous pouvez distinguer le tracé des parcs à huîtres dans toute la zone. Là, voilà, toute la baie de Locmariaquer est exploitée pour l'ostréiculture. Et c'est dans ce cadre que le gisement archéologique de la plage a été découvert. Tout simplement, l'ostréiculteur a voulu nettoyer son parc avant de réimplanter des huîtres. Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, ils ont une espèce de drague, ils raclent. Et là, eh bien, quand il a passé la drague, énormément de tessons de céramique sont arrivés dans la drague. Donc, bien embêté, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que c'est que ça? À qui je vais le donner? Les années passent. Et puis, un ami de ce monsieur dit, mais écoute, là, il faudrait faire quelque chose avec ça. Et il en parle à la mairie, et ainsi de suite. Et là, les vestiges sont sauvés de cette manière-là. Donc, si vous avez des choses qui traînent dans les garages, ou voilà, c'est pas difficile. Hein. Il faut commencer par en parler à la mairie, et puis la mairie va faire le relais. Et en fait, bien souvent, c'est tout le monde qui est valorisé par cette démarche-là, parce qu'après les objets vont intégrer un musée et sous les objets il y aura don de monsieur ou madame ou découvert par monsieur ou madame, ce qui fait que pour les générations à venir, eh bien, les enfants, les petits-enfants des petits-enfants
amèneront d'autres personnes dans le musée pour dire « Ah ben ça c'est papy, ça c'est mamie », voyez. Et donc, et la science avance. Donc, la plage Vali, vous voyez des objets très intéressants, Blackburnish à gauche, des coupes trilobées, des choses très variées qui proviennent, vous voyez, de l'ensemble du bassin méditerranéen qui se retrouvent sur la plage Vali à Locmaria-Caire. Alors, pourquoi ? Donc, très rapidement, comme la chronologie est assez homogène, on a pensé à une épave. Donc, on s'est dit, bon, il faut absolument aller voir ce que c'est que ce gisement, est-ce qu'il y a des vestiges qui restent en place ou pas. On a donc commencé par faire une prospection géophysique. Alors, vous avez en rouge là le tracé du parc en eau profonde. Donc, ça nous intéressait hautement parce que parc en eau profonde veut dire que c'est un parc qui ne découvre jamais, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'eau. Ce qui fait que s'il y a des vestiges, ben, ils vont être conservés. Donc nous on se disait oh là là, ça va être super, on va commencer par faire une petite prospection géophysique. Donc là à l'écran vous avez les 3 outils qu'on utilise dans ce cadre là, c'est-à-dire un pénétrateur de sédiments ou bien boomer, un magnétomètre et un sonar. Alors je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne, c'est l'occasion de découvrir peut-être pour certains cet outillage. On le connaît souvent de manière terrestre, mais un petit peu moins de manière sous-marine. Alors, on part avec là des moyens restreints, hein, mais aussi parce que c'est dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, on ne peut pas arriver avec un gros bateau, une grosse infrastructure. On fait avec petit, c'est-à-dire un Zodiac sur lequel on a aménagé une structure pour pouvoir mettre les ordinateurs à l'abri éventuellement de la pluie, puisque des fois il pleut en Bretagne. Mais donc on a un écran qui va nous donner la carte, c'est-à-dire le tracé que le bateau doit suivre, et l'enregistrement des engins. Suite à une prospection géophysique, on va plonger, c'est-à-dire qu'on va détecter des cibles, on appelle ça cibles, c'est-à-dire c'est des choses qui peuvent être archéologiques, et donc on va devoir plonger pour vérifier. On a passé également le détecteur métaux sous-marins, voyez, et on a découvert un menhir qui n'était pas encore découvert, et ça donc c'est à l'occasion, voilà. Alors en détail la géophysique, comment ça marche? On part toujours avec un bateau plus ou moins gros qui va tracter un poisson. Donc le tout est relié par GPS, donc en fait du poisson au bateau, il y a un câble qu'on appelle électroporteur qui va transmettre toutes les informations au bateau, et ce câble va être relié à un ordinateur. Donc il enregistre tout le fond marin. Alors en fonction du poisson qu'on va mettre à l'eau, on va avoir des enregistrements différents. Alors un petit film, c'est la mise à l'eau du poisson. Là on met 2 à la fois, magnétomètre à gauche et sonar à droite. Donc quand le fond remonte, il faut remonter les poissons. Et voilà, on a la gestion à l'intérieur du bateau de ce que les poissons envoient comme information. Donc il y a une partie de l'équipe qui est vraiment sur le pont à gérer je descends, je remonte, je descends, je remonte, et une partie qui est à la surveillance des écrans pour en fait enregistrer à chaque fois qu'on va voir un élément important. Alors le sonar, vous voyez une image acoustique sonar. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement précis, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une vidéo, hein, le sonar envoie une onde acoustique, l'onde revient de la même manière qu'un mammifère marin, et elle va donner le relief. Donc on peut restituer de cette façon le relief. Donc vous voyez le navire qui est présenté là, c'est celui que vous avez en photo à droite. Donc ça c'est une image acoustique. La fauchée, c'est ce qu'on appelle l'étendue de ce que le sonar va voir. Alors au milieu, il y a toujours une bande qui ne peut pas détecter. En fait, ça correspond à la hauteur de la colonne d'eau. Donc on peut la faire disparaître, mais à cet endroit-là, il ne va pas enregistrer. Enfin, il n'y a pas d'enregistrement. Mais vous obtenez, vous voyez, quelque chose d'assez précis.
En revanche, si vous avez une mer formée en surface, le poisson il va travailler comme ça et donc vous aurez au résultat un navire qui va être avec des vagues. Voilà, alors qu'en fait il ne l'est pas évidemment. Donc ça c'est ce que nous donne le sonar. C'est souvent l'outil qu'on va passer en premier parce qu'on a une image, on va dire visuelle de ce qu'il y a au fond. Il est très intéressant également parce qu'il nous permet de récupérer 3 dimensions. Longueur, largeur et avec l'ombre portée des objets, eh bien on va réussir à récupérer la hauteur. Il faut imaginer comme un soleil au-dessus de notre tête, eh bien en fonction de notre position par rapport au soleil, on va avoir notre ombre portée qu'on va pouvoir mesurer. Donc pour le sonar c'est pareil. Alors, au niveau installation à bord, comment ça va être? Eh bien, il y a un gros câble qui est celui qui va défiler en fonction de la profondeur qu'on veut donner au sonar à l'arrière du navire. Et puis à l'intérieur, plus ou moins d'écran en fonction du nombre de poissons qu'on va passer en même temps. Et puis au niveau des répétitions pour la navigation. Parce qu'en fait, le navigateur, vous voyez, c'est ce que vous voyez à l'image là. Si vous arrivez à distinguer les petites lignes vertes en fait correspondent au tracé du bateau, c'est-à-dire la voie qu'il a suivie, les voies qu'il a suivies. Et donc on lui fournit un quadrillage et lui il pilote et en fait c'est un peu comme au code, vous voyez il y a une partie rouge, une partie verte et lui il faut qu'il reste au milieu. Donc ni qu'il aille à droite, ni qu'il aille dans le vert, ni qu'il aille dans le rouge, toujours bien au milieu pour être sur la ligne à couvrir. Parce qu'en fait on fait un maillage de tous les 5 mètres ou tous les 10 mètres en fonction de ce qu'on cherche et le sonar va enregistrer 5 mètres ou bien 10 mètres, ce qui fait que le navire il doit vraiment garder une ligne droite parce que sinon il divague sur différentes lignes. Alors il divague un peu quand même, vous voyez, les lignes elles sont pas... Mais c'est un travail qui est assez difficile à réaliser, surtout que souvent nous on travaille au milieu des cailloux. Donc c'est ce que vous voyez ici, ça c'est Saint-Malo, le petit Davier, le grand Davier, et en fait entre le petit Davier et le grand Davier, il y a une pêcherie. Une pêcherie, donc un ancien piège à poissons, qui a été détecté, alors vous allez revoir, on va le revoir, voilà, qui a été détecté par le sonar. Donc dans la fauchée de droite, vous voyez un amoncellement de départ, ici, au niveau du grand Davier, et vous voyez un arc de cercle qui amène jusqu'au petit Davier en haut. Ça, c'est une pêcherie. Alors évidemment, celle-là, elle date du Mésolithique, 5000 ans avant Jésus-Christ. Elle est toujours présente, mais elle est un petit peu effondrée. Donc on la voit, mais pas très distinctement. Mais ceci dit, le sonar permet de la détecter vraiment très précisément, plus que si on est en plongée. Je reviendrai là-dessus après. Donc un autre outil qui va être le pénétrateur de sédiments. Donc vous voyez dans les mains de surveilleurs, donc c'est un outil qui va envoyer une onde électrique qui va en fait faire comme une coupe dans le sol. Donc il est intéressant parce qu'il va donner un résultat de ce qu'il y a comme vestige enfoui. C'est-à-dire là on n'est pas en surface, on rentre vraiment dans le sol, on peut rentrer jusqu'à 10 mètres et au-delà en fonction de la précision qu'on veut avoir. Il va faire une coupe. Donc si on couple le sonar, là vous avez une image sonar, et là on l'a couplé avec l'image au pénétrateur de sédiments, eh bien on arrive à avoir en fait l'enfouissement des vestiges sous-marins et ce qu'on a en surface du fond marin et ce qu'on a enfoui dans le fond marin. Voilà une autre couche stratigraphique. Là, je reviens sur la pêcherie pour vous dire qu'en fait, le sonar a permis de sortir des points. Vous voyez, des points GPS, c'est ce qu'on a en bleu sur la partie droite de la diapo. Avec ces points, eh bien, nous, on va aller mouiller des bouées et on va plonger sur ces bouées pour aller vérifier visuellement qu'est-ce que c'est que ces choses que le sonar a permis de détecter.
Mais sous l'eau, voilà ce qu'on va découvrir. Des roches plus ou moins sortant du sable, recouvertes d'algues, mais pour lesquelles visuellement on n'a pas un recul suffisant pour arriver à voir, nous, avec nos yeux, nos petits yeux sous l'eau qui sont quand même limités, un alignement qui va faire jusqu'à 10 mètres de longueur. Ce qui fait que dans ce cadre-là, quand on recherche des vestiges à grande échelle, eh bien, l'œil humain ne peut pas compenser les données sonars. Voilà, je vous remercie de votre attention.